La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 19 août 2024 et il s'appelle ce matin « Les financiers ont arrêté de jouer à se faire peur ». La grosse agitation baissière qui avait démarré mi-juillet a donc été remplacée par une grosse agitation haussière, ça c'est depuis le 6 août sur les marchés boursiers. Tous les regards restent braqués sur la politique monétaire américaine qui doit prendre une inflexion décisive au mois de septembre. C'est toujours la même rengaine et malgré les remous, la narration n'a donc pas vraiment changé depuis des mois. En bourse, la hausse de la volatilité est un excellent terreau pour les réactions court-termistes, enfin à moins que les réactions court-termistes ne soient à l'origine de la volatilité. C'est une sorte d'aporie, un peu comme l'histoire de l'œuf et de la poule, qui est transposable sur les marchés financiers depuis le milieu du mois de juillet. En effet, je vous rappelle que, alors que tout semblait au beau fixe, hormis les éternels débats bien sûr sur la survalorisation de Wall Street en général et des valeurs de croissance en particulier, eh bien la machine s'est déréglée. À tel point que les investisseurs ont envisagé toutes sortes de cataclysmes, même des institutions ayant pignon sur rue ont semblé perdre leur sang-froid, comme si elles cherchaient à prendre le contre-pied de leur optimisme béat des mois précédents. On a par exemple eu des grosses banques de Wall Street qui ont complètement bouleversé leurs prévisions sur la foi de une ou deux statistiques, c'est assez étonnant. Et puis pouf, tout est rentré dans l'ordre presque par magie. Les statistiques qui semblaient toutes devenues apocalyptiques sont repassées dans la catégorie acceptable, les résultats d'entreprises épouvantables ne l'étaient plus, et même les Jeux Olympiques sont redevenus tendance, c'est dire. Bref, les places boursières ont ardemment rebondi après les grosses frayeurs juilletistes. Ce fut d'ailleurs encore le cas la semaine dernière. En Europe, toute place n'ayant pas gagné plus de 2% mérite d'être ostracisée, tandis qu'aux États-Unis, où l'on ne fait généralement pas vraiment dans la dentelle, l'indice large S&P 500 a repris 4% en une semaine. Il a même repris 6,7% en 7 séances consécutives de hausse. À tel point qu'il ne lui manque que 2% pour aller battre le record qui avait été touché à 5669 points, c'était justement le 16 juillet. Quant au Japon, après une gamelle mémorable le 5 août dernier, le Nikkei 225 avait perdu 12,4% ce jour-là, eh bien il a repris le terrain perdu et il a même effacé une bonne partie du trou d'air. La semaine dernière, l'indice Nikkei a gagné 8%. Et comme tout a l'air d'être revenu dans l'ordre, eh bien les investisseurs achètent à nouveau leurs valeurs préférées comme Schneider en France, les banques italiennes, SAP en Allemagne et bien sûr le compartiment des semi-conducteurs de pointe aux États-Unis avec Nvidia en tête. Tout ça pour dire que le marché se focalise à nouveau sur les bienfaits attendus de la baisse des taux d'intérêt qui se profile aux États-Unis en septembre. Il s'agira, je vous le rappelle, de la première du cycle après le point haut actuel. Actuellement, les taux aux États-Unis sont à 5,33%, c'est-à-dire dans la fourchette fixée par la Fed de 5,25 à 5,50%. Les financiers espèrent qu'elle sera suivie d'autres baisses, cette première baisse de taux, de façon à maintenir une dynamique économique suffisante. Je vous rappelle que le terme consacré est atterrissage économique en douceur. Ça signifie que les investisseurs pensent que la baisse du coût de l'argent va progressivement compenser les dégâts causés par la politique de taux élevés qui avait été mise en place pour juguler l'inflation. Je pense qu'on peut considérer que cette hypothèse est raisonnable et sous-tend d'ailleurs les politiques monétaires menées dans d'autres régions, notamment en zone euro ou au Royaume-Uni, où la baisse des taux a déjà commencé. C'est dans ce contexte qu'intervient le symposium de Jackson Hole. C'est une sorte de grand-messe qui se tient chaque année à la fin du mois d'août. Elle permet aux banquiers centraux de prendre le frais dans le Wyoming à l'invitation de la Fed de Kansas City et aussi évidemment de parler de politique monétaire. C'est aussi l'occasion de faire passer des messages et là, cette année, la date est parfaite pour Jerome Powell, le patron de la Fed, s'il a envie de faire comprendre quelque chose au marché financier. D'ailleurs, il ne devrait pas s'en priver. Il prononcera un discours le vendredi 23 août, à la fin de la semaine donc, dans le cadre du symposium. Wall Street table actuellement sur une baisse de taux de 25 points de base en septembre, suivi de deux autres du même acabit d'ici la fin de l'année. On verra si Jerome Powell conforte ce pronostic. Il y a pas mal de sujets de discussion sur les marchés financiers depuis ce week-end, je vais vous en donner 6. D'abord, Goldman Sachs a réduit la probabilité d'une récession américaine au cours de l'année prochaine de 25 à 20% après les dernières statistiques. La banque a même prévenu qu'en cas de rapport sur l'emploi du mois d'août solide lors de sa publication le 6 septembre prochain aux États-Unis, eh bien la probabilité pourrait retomber à 15%. Ça renvoie un peu à ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire que les grandes institutions financières américaines ont tendance à surréagir un petit peu aux dernières statistiques et elles rectifient le tir dès qu'elles le peuvent. Second élément à retenir, le pétrole enregistre une 4e baisse en 5 séances malgré les tensions au Moyen-Orient et en Ukraine. Ça, c'est parce qu'il y a des craintes d'échec de l'accélération économique en Chine qui continue à peser sur tout le système économique mondial. On en parlera juste après. L'once d'or de son côté a signé un record au-dessus de la marque des $2500 avec la baisse du dollar évidemment et la perspective de baisse des taux aux États-Unis. C'est un mécanisme assez classique.
Pour en revenir à la Chine, donc, le minerai de fer a connu une semaine compliquée, c'est la 7e semaine je crois. Les cours souffrent de la crise de l'industrie de l'acier en Chine qui absorbe moins de matières premières que précédemment. Chine toujours, où les opérateurs boursiers chinois cessent à partir d'aujourd'hui de publier les données quotidiennes sur les flux de fonds étrangers qui entrent et qui sortent, selon les infos de Bloomberg. Les financiers y voient le signe que Pékin fait feu de tout bois pour gommer la spirale négative qui colle aux marchés locaux, pas sûr qu'ils y parviennent en cachant sous le tapis les données qui leur déplaisent et qui aident à la transparence. Enfin, sur l'agenda de la semaine, hors Jackson Hole, on retrouve les indicateurs PMI flash du mois d'août qui seront publiés jeudi. Auparavant, mercredi soir, on aura eu le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Les résultats d'entreprise contiennent de moins en moins de noms importants, mais on a encore quelques belles publications. Lowe's, Medtronic, Analog Devices et Intuit aux États-Unis, ou Alcon, Coloplast, Antofagasta et Swiss Re du côté de l'Europe. En Asie-Pacifique ce matin, le Japon et la Corée du Sud perdent un peu plus de 1%, c'est une forme de consolidation après les gros gains de la semaine précédente. Côté Inde et Australie, on évolue non loin de l'équilibre en territoire légèrement positif à l'heure où j'enregistre. La Chine est un peu plus en forme, notamment à Hong Kong où le Hang Seng reprend près de 1% grâce à ses valeurs technologiques. Les places européennes, elles sont un petit peu comme les places américaines, soumises à l'attentisme ce matin, elles sont attendues en légère baisse à l'ouverture. Du côté de l'actu des sociétés, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire en France, ça sent le milieu du mois d'août. BNP Paribas a officialisé quand même ses parts dans AGAS à hauteur de 9,8%. Dans le reste de l'Europe, Ericsson a cédé pour $1 milliard son activité américaine d'acheminement des appels qui s'appelle eConnective à une branche d'investissement privé de Core. Le gouvernement chilien entend poursuivre la procédure visant à mettre fin à la concession de fourniture d'électricité d'Enel au Chili. UBS a l'intention de céder ses activités de stratégie quantitative d'investissement QIS à Montejo Partners et Bavarian Nordic va augmenter la production de son vaccin contre la variole du singe. Enfin, le fabricant allemand de batteries Varta a finalisé un accord de restructuration pour réduire sa dette qui implique notamment la société Porsche. Sur l'agenda des publications en Europe aujourd'hui, on a plus 500, Metal Zug et Gurit. En Amérique du Nord, SoftBank, la société japonaise, discuterait d'un partenariat avec Intel pour rivaliser avec Nvidia dans le domaine des puces d'IA. S&P a abaissé la note crédit d'Intel justement d'un cran à BBB+. L'un des fondateurs de B. Riley propose de retirer le dossier de la cote. Un juge américain bloque temporairement l'alliance dans le sport de Fox, ESPN et Warner Bros. Mastercard a prévu de réduire ses effectifs mondiaux de 3% et Boeing et Lockheed Martin seraient en pourparlers pour vendre la société de lancement de fusée ULA à Sierra Space. Sur l'agenda des publis, aux États-Unis, on a Palo Alto Networks et Estée Lauder aujourd'hui. Du côté de l'Asie-Pacifique et du reste du monde, Seven & I Holdings aurait reçu une offre d'achat d'alimentation Couche-Tard selon Nikkei. La société sud-africaine MTN Group enregistre des pertes au premier semestre en raison de la dévaluation de la monnaie nigériane et le syndicat de la mine de cuivre Escondida de BHP au Chili a signé un nouvel accord qui met fin au risque de grève. Enfin, en Australie, Lendlease a déclaré une perte de $1 milliard suite à un changement de stratégie et à des retards réglementaires, et Woodside a obtenu le feu vert environnemental pour son projet de Scarborough. Sur l'agenda des résultats en Asie-Pacifique et ailleurs, on a Westpac et Suncorp. Voilà ce que l'on pouvait dire en préouverture de cette première séance de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.